Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où tout le monde vous répète que c'est terminé, que les chiffres sont implacables, que face à un ennemi 7 fois supérieur en nombre, il n'existe qu'une seule issue possible. Ce moment où la logique mathématique écrase tout espoir et où la raison ordonne la capitulation immédiate. La plupart des hommes abandonnent à cet instant précis. Mais et si je vous disais qu'il existe un jour dans l'histoire où 3000 guerriers albanais ont transformé l'impossible en réalité, où ils ont pris une armée ottomane de 20 000 hommes et l'ont littéralement anéantie en utilisant une tactique que le monde avait oubliée? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment une poignée d'hommes a défié toutes les lois de la guerre et comment les principes qui ont permis cette victoire peuvent transformer votre façon d'affronter vos propres batailles. Préparez-vous, car cette histoire va vous prouver que l'impossible n'est qu'une question de perspective et que parfois, être en infériorité numérique est exactement l'avantage dont vous avez besoin. Le 2 octobre 1444, dans les montagnes escarpées près de Torviol en Albanie, Skanderbeg se tenait devant 3000 guerriers albanais épuisés, observant à travers la brume matinale une armée ottomane qui s'étirait sur des kilomètres. Devant lui, 20 000 janissaires, sipaïs et soldats réguliers avançaient avec l'arrogance de ceux qui savent que la victoire est mathématiquement garantie. Leurs tambours battaient un rythme qui résonnait dans les vallées comme le battement de cœur d'un géant invincible. Leurs bannières cramoisies flottaient au vent, si nombreuses qu'elles obscurcissaient partiellement le ciel. Les rayons du soleil levant se reflétaient sur des milliers de cimetères et de lances, créant une mer scintillante d'acier qui avançait inexorablement vers les positions albanaises. L'air sentait déjà la mort, mélange de sueur, de cuir et de cette tension électrique qui précède les massacres. La température était fraîche, typique d'un matin d'octobre dans les Balkans. Mais les guerriers albanais transpiraient déjà, leurs mains crispées sur des armes qui semblaient ridiculement inadéquates face à la marée humaine qui approchait. Les chevaux hennissaient nerveusement, sentant la peur de leurs cavaliers malgré tous les efforts pour paraître confiants. La mathématique était simple et terrifiante. 7 soldats ottomans pour chaque guerrier albanais. Pas de renfort possible dans ces montagnes isolées où l'Albanie combattait seule contre l'empire le plus puissant du monde. Pas de soutien d'artillerie lourde face aux canons ottomans qui pouvaient réduire en poussière n'importe quelle fortification. Et surtout, les Ottomans avançaient avec la confiance de ceux qui avaient conquis Constantinople elle-même à peine 9 ans plus tôt, qui avaient brisé Byzance, qui semblait invincible, destiné par Allah à dominer le monde entier. Si vous commencez à sentir l'intensité de cette situation où tout semble perdu d'avance, laissez votre like pour soutenir la chaîne et aider d'autres personnes à découvrir ces leçons de courage, qui peuvent transformer leur façon de voir leurs propres défis insurmontables. Votre soutien permet de continuer à raconter ces histoires qui prouvent que les chiffres ne décident pas de tout. La bataille de Torviol était le résultat direct de la rébellion que Skanderbeg avait lancée contre son ancien maître ottoman. Né Gjergj Kastrioti, il avait été pris en otage enfant par les Turcs, converti de force à l'islam, formé dans les écoles militaires du sultan et était devenu l'un des meilleurs commandants de l'Empire. Mais en novembre 1443, lors d'une bataille en Transylvanie, il avait fait quelque chose d'inimaginable. Il avait déserté, repris son nom chrétien, reconquis son château ancestral de Krujë et levé l'étendard de la révolte albanaise contre l'Empire ottoman. Le sultan Murad II ne pouvait tolérer cette trahison. Skanderbeg connaissait tous les secrets militaires ottomans, toutes leurs tactiques, toutes leurs faiblesses. Pire encore, sa rébellion risquait d'inspirer d'autres provinces conquises à se soulever. L'exemple devait être fait, brutal et définitif. Murad envoya Ali Pacha, l'un de ses généraux les plus impitoyables, avec 20 000 hommes et des ordres explicites. Écraser la rébellion, ramener Skanderbeg vivant pour être écartelé publiquement à Constantinople, et massacrer suffisamment d'Albanais pour que personne n'ose jamais défier l'Empire à nouveau pendant un siècle. Ce qui était en jeu dépassait largement l'Albanie. Si Skanderbeg perdait, toute l'Europe chrétienne verrait que même le déserteur le plus talentueux, même celui qui connaissait intimement l'ennemi, ne pouvait vaincre la machine militaire ottomane. La peur se répandrait. Les princes des Balkans se soumettraient sans combattre. L'expansion ottomane vers l'Italie et au-delà deviendrait inévitable. Mais si par miracle Skanderbeg gagnait, il prouverait que les Turcs n'étaient pas invincibles, que leur armée supposément imbattable pouvait être détruite, et il offrirait un espoir désespéré à tous les chrétiens d'Orient qui vivaient sous le joug ottoman. La matinée du 2 octobre commença dans le silence tendu qui précède les catastrophes. Skanderbeg avait passé la nuit à étudier le terrain, marchant personnellement chaque sentier de montagne, examinant chaque rocher, chaque ravin, chaque position possible. Ces hommes l'avaient regardé avec un mélange d'admiration et de désespoir. Ils savaient qu'il était brillant, qu'il avait appris la guerre des meilleurs maîtres ottomans eux-mêmes, mais comment même le génie pouvait-il surmonter des probabilités de 7 contre 1? Les guerriers albanais étaient excellents individuellement, féroces,
courageux jusqu'à la témérité. Mais il manquait de discipline formelle, d'équipement standardisé, de cette machine militaire professionnelle que les Ottomans avaient perfectionnée sur des générations. Voici ce que les chroniques ne racontent pas sur l'erreur fatale qu'Ali Pacha commis ce matin-là. Le général ottoman était si confiant dans sa supériorité numérique qu'il divisa son armée en 3 colonnes pour encercler les Albanais plus rapidement. Il envoya 7000 hommes par la vallée principale, 6000 par un sentier de montagne à l'ouest et 7000 par un passage à l'est. Son plan était simple, écraser les Albanais de 3 côtés simultanément, ne leur laisser aucune échappatoire, transformer la bataille en massacre avant midi. Ce qu'Ali Pacha ne comprenait pas, c'est que Skanderbeg avait étudié exactement cette tactique à Istanbul, l'avait lui-même utilisée en Anatolie, et en connaissait chaque faiblesse mortelle. La division d'une armée en territoire montagneux ennemi créait des colonnes isolées, vulnérables, incapables de se soutenir mutuellement. Et Skanderbeg allait exploiter cette faiblesse avec une précision chirurgicale qui transformerait l'arrogance ottomane en piège mortel. Attendez un instant. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti exactement comme ça, face à une force tellement supérieure que tout le monde vous regarde en attendant votre échec inévitable, cette sensation que vous êtes seul contre un système qui vous écrase, où vos qualités individuelles ne semblent rien signifier face aux chiffres bruts? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent maintenant, et qui vivent ça en ce moment même dans leur carrière, leur entreprise, leur vie personnelle. Vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails si vous ne le voulez pas. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Écrivez dans les commentaires, juste comme ça, très simplement. Je suis en infériorité numérique, mais je ne vais pas abandonner. Sérieusement, copiez et collez ça. Je suis en infériorité numérique, mais je ne vais pas abandonner. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que vous exprimer. Vous laissez un message pour quelqu'un d'autre qui va le lire dans une semaine, dans un mois, qui est sur le point d'abandonner et qui verra votre commentaire et saura qu'il n'est pas seul dans son combat contre des probabilités impossibles. Votre commentaire peut sauver quelqu'un aujourd'hui et en même temps, vous vous engagez envers vous-même à continuer. Alors allez-y, mettez la vidéo en pause maintenant, descendez et écrivez. Je suis en infériorité numérique, mais je ne vais pas abandonner. Je vais lire chaque commentaire, je vous le promets. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Maintenant, laissez-moi continuer à vous montrer comment cette histoire se termine. Parce que ce qui vient ensuite va vous donner exactement la stratégie dont vous avez besoin pour votre propre guerre. Alors, Skanderbeg fit quelque chose que personne n'avait jamais tenté contre une armée ottomane aussi massive. Au lieu de concentrer ses forces pour défendre une position, il divisa délibérément ses 3000 hommes en 3 groupes mobiles et les cacha dans les montagnes surplombant les routes que les Ottomans devaient emprunter. C'était du suicide selon tous les manuels militaires. Diviser une force déjà inférieure en nombre, abandonner toute position défensive, disperser ses hommes exactement au moment où l'unité était cruciale, chaque principe de guerre orthodoxe criait que c'était de la folie. Mais Skanderbeg avait compris quelque chose de fondamental que les Ottomans avaient oublié dans leur arrogance. Dans les montagnes albanaises, la mobilité battait les nombres, la connaissance du terrain battait la discipline. Et surtout, l'attaque surprise depuis les hauteurs contre des colonnes étirées dans des défilés transformait l'avantage numérique en piège mortel. Les Ottomans avançaient en colonnes vulnérables, séparées par des kilomètres de terrain montagneux, incapables de communiquer rapidement, confiants qu'aucun ennemi ne serait assez fou pour attaquer une armée 7 fois supérieure. Cette confiance allait devenir leur cercueil. La première colonne ottomane, 7000 hommes sous le commandement direct d'Ali Pacha, entra dans la vallée principale vers 9 heures du matin. Le soleil était maintenant haut, chauffant les armures et les casques jusqu'à ce qu'ils deviennent des fours de métal. Les soldats marchaient avec lassitude, certains enlevant leurs casques malgré les ordres, cherchant désespérément un peu de soulagement dans la chaleur croissante. Leurs formations s'étirèrent alors qu'ils négociaient le terrain accidenté, créant des espaces entre les unités. Les officiers criaient des ordres pour maintenir la cohésion, mais dans la confusion du terrain montagneux, ces ordres se perdaient. Personne ne remarqua les milliers d'yeux albanais qui les observaient depuis les crêtes rocheuses au-dessus, attendant le signal de Skanderbeg avec une patience de prédateur. Puis Skanderbeg donna l'ordre. 1000 guerriers albanais surgirent des rochers comme des démons matérialisés de nulle part et déferlèrent sur la colonne ottomane depuis les 2 flancs simultanément. L'effet fut dévastateur au-delà de toute description. Les Albanais attaquèrent en vagues compactes, utilisant le terrain descendant pour multiplier la force de leurs charges. Leurs épées longues et leurs haches de guerre tombèrent sur les Ottomans surpris, avec une furie qui transforma la vallée en abattoir en quelques minutes. Les janissaires tentèrent de former des rangs défensifs, mais dans l'étroitesse du défilé, coincés entre les parois rocheuses, leur discipline légendaire ne servait à rien. Ils ne pouvaient pas manœuvrer.
ne pouvaient pas utiliser leurs arquebuses efficacement, ne pouvaient que mourir alors que les Albanais les massacraient méthodiquement. Le son de milliers de lames heurtant des armures créa une symphonie métallique de mort qui résonna dans toute la vallée. Les cris des mourants, le fracas des armes, les hennissements terrifiés des chevaux se mélangèrent en une cacophonie d'horreur que les survivants décriraient plus tard comme le son de l'enfer lui-même. Ali Pacha tenta désespérément de rallier ses hommes, de créer une formation défensive, mais c'était impossible. Ses soldats étaient piégés dans un corridor de mort où l'ennemi contrôlait les hauteurs, où chaque position défensive était immédiatement contournée par des Albanais qui connaissaient chaque sentier, chaque passage secret dans ces montagnes qu'ils avaient parcourues depuis l'enfance. Regardez, je sais que vous n'êtes pas ici juste pour l'histoire militaire. Vous êtes ici parce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes aussi senti piégé dans une situation où tous les avantages étaient du côté de l'adversaire, où jouer selon les règles établies signifiait une défaite certaine. Et vous savez ce que j'ai appris en étudiant ces batailles impossibles? Que les plus grands leaders de l'histoire n'ont pas gagné en étant plus forts ou en ayant plus de ressources. Ils ont gagné en changeant les règles du jeu, en refusant de combattre sur le terrain de l'ennemi, en transformant leur faiblesse apparente en avantage stratégique. Si vous voulez continuer à recevoir ces histoires qui vous montrent comment renverser des situations impossibles, qui vous inspirent à trouver votre propre terrain de jeu où vos forces deviennent décisives, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des histoires réelles de personnes qui ont transformé une défaite certaine en victoire écrasante en refusant simplement de jouer le jeu de l'adversaire. Et écoutez, ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, ce sont des principes tactiques pour vos propres batailles professionnelles et personnelles. Vous n'êtes pas seul dans ce combat contre des forces supérieures. Appuyez sur le bouton rouge en bas et venez rejoindre cette communauté de personnes qui croient que l'infériorité numérique est parfois exactement l'avantage dont vous avez besoin pour gagner. Pendant que la première colonne ottomane se faisait anéantir dans la vallée principale, les deux autres colonnes marchaient vers leur propre destruction sans rien savoir du massacre. C'est ici que le génie tactique de Skanderbeg atteignit son apogée. Les communications entre les colonnes ottomanes étaient impossibles dans le terrain montagneux. Chaque groupe avançait aveuglément, confiant que les autres faisaient de même, ignorant que leur supériorité numérique collective était devenue complètement inutile une fois qu'ils s'étaient séparés. La colonne ouest, 6000 hommes, entra dans une gorge étroite où Skanderbeg avait positionné son deuxième groupe de 1000 guerriers. Mais cette fois, il utilisa une tactique différente. Au lieu d'une charge directe, les Albanais firent rouler d'énormes rochers depuis les hauteurs, créant une avalanche artificielle qui bloqua la gorge aux deux extrémités, piégeant les Ottomans à l'intérieur comme des animaux dans un enclos. Puis vinrent les archers albanais, tirant depuis des positions surélevées impossibles à atteindre, transformant la gorge en zone de mort où chaque soldat ottoman était une cible exposée sans possibilité de riposter efficacement. Les Sipahis, la fière cavalerie ottomane, découvrirent que leurs chevaux étaient inutiles sur le terrain rocheux, que leur mobilité légendaire ne signifiait rien quand l'ennemi contrôlait les hauteurs et refusait de descendre pour un combat équitable. La colonne ait subi un sort encore plus terrible. 7000 hommes avancèrent le long d'une crête de montagne, croyant que la hauteur leur donnait l'avantage tactique. Skanderbeg les laissa s'engager complètement sur le sentier étroit, puis attaqua des deux côtés simultanément avec son dernier groupe de 1000 guerriers. Les Ottomans se retrouvèrent coincés sur une crête avec des précipices des deux côtés, incapables de manœuvrer, poussés littéralement du bord par la furie albanaise. Des centaines tombèrent dans les ravins, leurs cris résonnant pendant ce qui sembla une éternité avant que le silence ne vienne. Ceux qui restèrent tentèrent de combattre, mais sur un front si étroit qu'à peine 10 hommes pouvaient se battre à la fois, leur supériorité numérique était totalement neutralisée. Les Albanais les massacrèrent un par un, méthodiquement, sans pitié, repoussant inexorablement les survivants jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne debout sur cette crête maudite. En l'espace de 4 heures, une armée ottomane de 20 000 hommes cessa pratiquement d'exister. Les statistiques finales furent si incroyables que même les chroniqueurs chrétiens les plus favorables à Skanderbeg eurent du mal à les croire. 3000 Albanais avaient tué plus de 15 000 soldats ottomans et mis en déroute les survivants qui s'enfuirent en abandonnant armes, provisions et dignité. Ali Pacha lui-même s'échappa à peine avec quelques centaines de cavaliers, galopant désespérément vers Constantinople pour rapporter le désastre impossible qui venait de se produire. Les pertes albanaises, moins de 300 hommes. Un ratio de 50 pour 1 qui défie toute logique militaire et force à reconsidérer ce que signifie vraiment la supériorité numérique quand l'adversaire contrôle le terrain et dicte les termes du combat. La poursuite continua pendant 2 jours alors que les guerriers albanais traquaient les Ottomans en fuite à travers les montagnes, capturant des bannières, des armes, des provisions qui transformeraient l'armée rebelle de Skanderbeg d'une force de guérilla en une véritable armée capable de défier l'Empire. Le champ de bataille principal ressemblait à une vision apocalyptique. Des milliers de corps jonchaient la vallée,
les gorges et les crêtes, témoignant silencieusement de ce qui arrive quand l'arrogance rencontre le génie tactique sur un terrain où les règles conventionnelles ne s'appliquent plus. Les conséquences immédiates transformèrent non seulement l'Albanie mais toute la géopolitique balkanique. La nouvelle de la victoire impossible se répandit comme un feu à travers l'Europe chrétienne. Venise, Naples, le pape lui-même reconnurent Skanderbeg comme le champion de la chrétienté contre la menace ottomane. Des volontaires affluèrent en Albanie pour rejoindre l'homme qui avait prouvé que les Turcs n'étaient pas invincibles. Plus important encore, l'expansion ottomane vers l'ouest fut stoppée net pendant des décennies. Le sultan Murad dut reconnaître que l'Albanie ne pouvait être conquise par la force brute, que ce petit pays montagneux dirigé par son ancien protégé était devenu un rempart impénétrable qui protégeait l'Italie et au-delà de l'invasion turque. Laissez dans les commentaires quel moment de cette bataille vous a le plus marqué et quelles leçons tactiques vous allez appliquer à vos propres défis où les chiffres semblent contre vous. Construisons ensemble cette communauté de guerriers qui comprennent que l'infériorité numérique peut devenir un avantage stratégique quand vous refusez de combattre selon les règles de l'adversaire. Le 2 octobre 1444, près de Torviol, 3000 guerriers albanais prouvèrent que l'impossible mathématique cède devant le génie tactique quand le désavantage numérique est transformé en avantage stratégique par un commandant qui comprend que contrôler le terrain signifie contrôler la bataille. Ils démontrèrent que les plus grandes victoires n'émergent pas des nombres supérieurs, mais de la pensée supérieure appliquée sur un terrain choisi où vos forces deviennent décisives et les forces ennemies deviennent inutiles. 7 contre 1, terrain montagneux, aucun soutien extérieur, toutes les raisons de capituler. Et pourtant ils attaquèrent, non pas là où l'ennemi était fort, mais où sa force devenait faiblesse. Et dans cette stratégie révolutionnaire, ils changèrent non seulement le cours de l'histoire albanaise, mais prouvèrent pour toujours qu'aucune supériorité numérique n'est vraiment décisive quand l'adversaire refuse de combattre sur votre terrain et vous force à jouer son jeu mortel dans les montagnes où les chiffres ne comptent plus. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où tout le monde vous répète que c'est terminé, que les chiffres sont implacables, que face à un ennemi 7 fois supérieur en nombre, il n'existe qu'une seule issue possible. Ce moment où la logique mathématique écrase tout espoir et où la raison ordonne la capitulation immédiate. La plupart des hommes abandonnent à cet instant précis. Mais et si je vous disais qu'il existe un jour dans l'histoire où 3000 guerriers albanais ont transformé l'impossible en réalité, où ils ont pris une armée ottomane de 20 000 hommes et l'ont littéralement anéantie en utilisant une tactique que le monde avait oubliée? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment une poignée d'hommes a défié toutes les lois de la guerre et comment les principes qui ont permis cette victoire peuvent transformer votre façon d'affronter vos propres batailles. Préparez-vous, car cette histoire va vous prouver que l'impossible n'est qu'une question de perspective et que parfois, être en infériorité numérique est exactement l'avantage dont vous avez besoin. Le 2 octobre 1444, dans les montagnes escarpées près de Torviol en Albanie, Skanderbeg se tenait devant 3000 guerriers albanais épuisés, observant à travers la brume matinale une armée ottomane qui s'étirait sur des kilomètres. Devant lui, 20 000 janissaires, sipaïs et soldats réguliers avançaient avec l'arrogance de ceux qui savent que la victoire est mathématiquement garantie. Leurs tambours battaient un rythme qui résonnait dans les vallées comme le battement de cœur d'un géant invincible. Leurs bannières cramoisies flottaient au vent, si nombreuses qu'elles obscurcissaient partiellement le ciel. Les rayons du soleil levant se reflétaient sur des milliers de cimetères et de lances, créant une mer scintillante d'acier qui avançait inexorablement vers les positions albanaises. L'air sentait déjà la mort, mélange de sueur, de cuir et de cette tension électrique qui précède les massacres. La température était fraîche, typique d'un matin d'octobre dans les Balkans. Mais les guerriers albanais transpiraient déjà, leurs mains crispées sur des armes qui semblaient ridiculement inadéquates face à la marée humaine qui approchait. Les chevaux hennissaient nerveusement, sentant la peur de leurs cavaliers malgré tous les efforts pour paraître confiants. La mathématique était simple et terrifiante. 7 soldats ottomans pour chaque guerrier albanais. Pas de renfort possible dans ces montagnes isolées où l'Albanie combattait seule contre l'empire le plus puissant du monde. Pas de soutien d'artillerie lourde face aux canons ottomans qui pouvaient réduire en poussière n'importe quelle fortification. Et surtout, les Ottomans avançaient avec la confiance de ceux qui avaient conquis Constantinople elle-même à peine 9 ans plus tôt, qui avaient brisé Byzance, qui semblait invincible, destiné par Allah à dominer le monde entier. Si vous commencez à sentir l'intensité de cette situation où tout semble perdu d'avance, laissez votre like pour soutenir la chaîne et aider d'autres personnes à découvrir ces leçons de courage, qui peuvent transformer leur façon de voir leurs propres défis insurmontables. Votre soutien permet de continuer à raconter ces histoires qui prouvent que les chiffres ne décident pas de tout. La bataille de Torviol était le résultat direct de la rébellion que Skanderbeg avait lancée contre son ancien maître ottoman. Né Gjergj Kastrioti,
Il avait été pris en otage enfant par les Turcs, converti de force à l'islam, formé dans les écoles militaires du sultan et était devenu l'un des meilleurs commandants de l'Empire. Mais en novembre 1443, lors d'une bataille en Transylvanie, il avait fait quelque chose d'inimaginable. Il avait déserté, repris son nom chrétien, reconquis son château ancestral de Krujë et levé l'étendard de la révolte albanaise contre l'Empire ottoman. Le sultan Murad II ne pouvait tolérer cette trahison. Skanderbeg connaissait tous les secrets militaires ottomans, toutes leurs tactiques, toutes leurs faiblesses. Pire encore, sa rébellion risquait d'inspirer d'autres provinces conquises à se soulever. L'exemple devait être fait, brutal et définitif. Murad envoya Ali Pacha, l'un de ses généraux les plus impitoyables, avec 20 000 hommes et des ordres explicites. Écraser la rébellion, ramener Skanderbeg vivant pour être écartelé publiquement à Constantinople, et massacrer suffisamment d'Albanais pour que personne n'ose jamais défier l'Empire à nouveau pendant un siècle. Ce qui était en jeu dépassait largement l'Albanie. Si Skanderbeg perdait, toute l'Europe chrétienne verrait que même le déserteur le plus talentueux, même celui qui connaissait intimement l'ennemi, ne pouvait vaincre la machine militaire ottomane. La peur se répandrait. Les princes des Balkans se soumettraient sans combattre. L'expansion ottomane vers l'Italie et au-delà deviendrait inévitable. Mais si par miracle Skanderbeg gagnait, il prouverait que les Turcs n'étaient pas invincibles, que leur armée supposément imbattable pouvait être détruite, et il offrirait un espoir désespéré à tous les chrétiens d'Orient qui vivaient sous le joug ottoman. La matinée du 2 octobre commença dans le silence tendu qui précède les catastrophes. Skanderbeg avait passé la nuit à étudier le terrain, marchant personnellement chaque sentier de montagne, examinant chaque rocher, chaque ravin, chaque position possible. Ces hommes l'avaient regardé avec un mélange d'admiration et de désespoir. Ils savaient qu'il était brillant, qu'il avait appris la guerre des meilleurs maîtres ottomans eux-mêmes, mais comment même le génie pouvait-il surmonter des probabilités de 7 contre 1? Les guerriers albanais étaient excellents individuellement, féroces, courageux jusqu'à la témérité. Mais il manquait de discipline formelle, d'équipement standardisé, de cette machine militaire professionnelle que les Ottomans avaient perfectionnée sur des générations. Voici ce que les chroniques ne racontent pas sur l'erreur fatale qu'Ali Pacha commis ce matin-là. Le général ottoman était si confiant dans sa supériorité numérique qu'il divisa son armée en 3 colonnes pour encercler les Albanais plus rapidement. Il envoya 7 000 hommes par la vallée principale, 6 000 par un sentier de montagne à l'ouest et 7 000 par un passage à l'est. Son plan était simple, écraser les Albanais de 3 côtés simultanément, ne leur laisser aucune échappatoire, transformer la bataille en massacre avant midi. Ce qu'Ali Pacha ne comprenait pas, c'est que Skanderbeg avait étudié exactement cette tactique à Istanbul, l'avait lui-même utilisée en Anatolie, et en connaissait chaque faiblesse mortelle. La division d'une armée en territoire montagneux ennemi créait des colonnes isolées, vulnérables, incapables de se soutenir mutuellement. Et Skanderbeg allait exploiter cette faiblesse avec une précision chirurgicale qui transformerait l'arrogance ottomane en piège mortel. Attendez un instant. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti exactement comme ça, face à une force tellement supérieure que tout le monde vous regarde en attendant votre échec inévitable, cette sensation que vous êtes seul contre un système qui vous écrase, où vos qualités individuelles ne semblent rien signifier face aux chiffres bruts. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent maintenant, et qui vivent ça en ce moment même dans leur carrière, leur entreprise, leur vie personnelle. Vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails si vous ne le voulez pas. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Écrivez dans les commentaires, juste comme ça, très simplement. Je suis en infériorité numérique, mais je ne vais pas abandonner. Sérieusement, copiez et collez ça. Je suis en infériorité numérique, mais je ne vais pas abandonner. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que vous exprimer. Vous laissez un message pour quelqu'un d'autre qui va le lire dans une semaine, dans un mois, qui est sur le point d'abandonner et qui verra votre commentaire et saura qu'il n'est pas seul dans son combat contre des probabilités impossibles. Votre commentaire peut sauver quelqu'un aujourd'hui et en même temps, vous vous engagez envers vous-même à continuer. Alors allez-y, mettez la vidéo en pause maintenant, descendez et écrivez. Je suis en infériorité numérique, mais je ne vais pas abandonner. Je vais lire chaque commentaire, je vous le promets. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Maintenant, laissez-moi continuer à vous montrer comment cette histoire se termine. Parce que ce qui vient ensuite va vous donner exactement la stratégie dont vous avez besoin pour votre propre guerre. Alors, Skanderbeg fit quelque chose que personne n'avait jamais tenté contre une armée ottomane aussi massive. Au lieu de concentrer ses forces pour défendre une position, il divisa délibérément ses 3000 hommes en 3 groupes mobiles et les cacha dans les montagnes surplombant les routes que les Ottomans devaient emprunter. C'était du suicide selon tous les manuels militaires. Diviser une force déjà inférieure en nombre, abandonner toute position défensive, disperser ses hommes exactement au moment où l'unité était cruciale, chaque principe de guerre orthodoxe criait que c'était de la folie.
Mais Skanderbeg avait compris quelque chose de fondamental que les Ottomans avaient oublié dans leur arrogance. Dans les montagnes albanaises, la mobilité battait les nombres, la connaissance du terrain battait la discipline. Et surtout, l'attaque surprise depuis les hauteurs contre des colonnes étirées dans des défilés transformait l'avantage numérique en piège mortel. Les Ottomans avançaient en colonnes vulnérables, séparées par des kilomètres de terrain montagneux, incapables de communiquer rapidement, confiant qu'aucun ennemi ne serait assez fou pour attaquer une armée 7 fois supérieure. Cette confiance allait devenir leur cercueil. La première colonne ottomane, 7000 hommes sous le commandement direct d'Ali Pacha, entra dans la vallée principale vers 9 heures du matin. Le soleil était maintenant haut, chauffant les armures et les casques jusqu'à ce qu'ils deviennent des fours de métal. Les soldats marchaient avec lassitude, certains enlevant leurs casques malgré les ordres, cherchant désespérément un peu de soulagement dans la chaleur croissante. Leurs formations s'étirèrent alors qu'ils négociaient le terrain accidenté, créant des espaces entre les unités. Les officiers criaient des ordres pour maintenir la cohésion, mais dans la confusion du terrain montagneux, ces ordres se perdaient. Personne ne remarqua les milliers d'yeux albanais qui les observaient depuis les crêtes rocheuses au-dessus, attendant le signal de Skanderbeg avec une patience de prédateur. Puis Skanderbeg donna l'ordre. 1000 guerriers albanais surgirent des rochers comme des démons matérialisés de nulle part et déferlèrent sur la colonne ottomane depuis les deux flancs simultanément. L'effet fut dévastateur au-delà de toute description. Les Albanais attaquèrent en vagues compactes, utilisant le terrain descendant pour multiplier la force de leurs charges. Leurs épées longues et leurs haches de guerre tombèrent sur les Ottomans surpris, avec une furie qui transforma la vallée en abattoir en quelques minutes. Les janissaires tentèrent de former des rangs défensifs, mais dans l'étroitesse du défilé, coincés entre les parois rocheuses, leur discipline légendaire ne servait à rien. Ils ne pouvaient pas manœuvrer, ne pouvaient pas utiliser leurs arquebuses efficacement, ne pouvaient que mourir alors que les Albanais les massacraient méthodiquement. Le son de milliers de lames heurtant des armures créa une symphonie métallique de mort qui résonna dans toute la vallée. Les cris des mourants, le fracas des armes, les hennissements terrifiés des chevaux se mélangèrent en une cacophonie d'horreur que les survivants décriraient plus tard comme le son de l'enfer lui-même. Ali Pacha tenta désespérément de rallier ses hommes, de créer une formation défensive, mais c'était impossible. Ses soldats étaient piégés dans un corridor de mort où l'ennemi contrôlait les hauteurs, où chaque position défensive était immédiatement contournée par des Albanais qui connaissaient chaque sentier, chaque passage secret dans ces montagnes qu'ils avaient parcourues depuis l'enfance. Regardez, je sais que vous n'êtes pas ici juste pour l'histoire militaire. Vous êtes ici parce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes aussi senti piégé dans une situation où tous les avantages étaient du côté de l'adversaire, où jouer selon les règles établies signifiait une défaite certaine. Et vous savez ce que j'ai appris en étudiant ces batailles impossibles? Que les plus grands leaders de l'histoire n'ont pas gagné en étant plus forts ou en ayant plus de ressources. Ils ont gagné en changeant les règles du jeu, en refusant de combattre sur le terrain de l'ennemi, en transformant leur faiblesse apparente en avantage stratégique. Si vous voulez continuer à recevoir ces histoires qui vous montrent comment renverser des situations impossibles, qui vous inspirent à trouver votre propre terrain de jeu où vos forces deviennent décisives, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des histoires réelles de personnes qui ont transformé une défaite certaine en victoire écrasante en refusant simplement de jouer le jeu de l'adversaire. Et écoutez, ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, ce sont des principes tactiques pour vos propres batailles professionnelles et personnelles. Vous n'êtes pas seul dans ce combat contre des forces supérieures. Appuyez sur le bouton rouge en bas et venez rejoindre cette communauté de personnes qui croient que l'infériorité numérique est parfois exactement l'avantage dont vous avez besoin pour gagner. Pendant que la première colonne ottomane se faisait anéantir dans la vallée principale, les deux autres colonnes marchaient vers leur propre destruction sans rien savoir du massacre. C'est ici que le génie tactique de Skanderbeg atteignit son apogée. Les communications entre les colonnes ottomanes étaient impossibles dans le terrain montagneux. Chaque groupe avançait aveuglément, confiant que les autres faisaient de même, ignorant que leur supériorité numérique collective était devenue complètement inutile une fois qu'ils s'étaient séparés. La colonne ouest, 6000 hommes, entra dans une gorge étroite où Skanderbeg avait positionné son deuxième groupe de 1000 guerriers. Mais cette fois, il utilisa une tactique différente. Au lieu d'une charge directe, les Albanais firent rouler d'énormes rochers depuis les hauteurs, créant une avalanche artificielle qui bloqua la gorge aux deux extrémités, piégeant les Ottomans à l'intérieur comme des animaux dans un enclos. Puis vinrent les archers albanais, tirant depuis des positions surélevées impossibles à atteindre, transformant la gorge en zone de mort où chaque soldat ottoman était une cible exposée sans possibilité de riposter efficacement. Les Sipahis, la fière cavalerie ottomane, découvrirent que leurs chevaux étaient inutiles sur le terrain rocheux, que leur mobilité légendaire ne signifiait rien quand l'ennemi contrôlait les hauteurs et refusait de descendre pour un combat équitable. La colonne ait subi un sort encore plus terrible.
7000 hommes avancèrent le long d'une crête de montagne, croyant que la hauteur leur donnait l'avantage tactique. Skanderbeg les laissa s'engager complètement sur le sentier étroit, puis attaqua des deux côtés simultanément avec son dernier groupe de 1000 guerriers. Les Ottomans se retrouvèrent coincés sur une crête avec des précipices des deux côtés, incapables de manœuvrer, poussés littéralement du bord par la furie albanaise. Des centaines tombèrent dans les ravins, leurs cris résonnant pendant ce qui sembla une éternité avant que le silence ne vienne. Ceux qui restèrent tentèrent de combattre, mais sur un front si étroit qu'à peine 10 hommes pouvaient se battre à la fois, leur supériorité numérique était totalement neutralisée. Les Albanais les massacrèrent un par un, méthodiquement, sans pitié, repoussant inexorablement les survivants jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne debout sur cette crête maudite. En l'espace de 4 heures, une armée ottomane de 20 000 hommes cessa pratiquement d'exister. Les statistiques finales furent si incroyables que même les chroniqueurs chrétiens les plus favorables à Skanderbeg eurent du mal à les croire. 3000 Albanais avaient tué plus de 15 000 soldats ottomans et mis en déroute les survivants qui s'enfuirent en abandonnant armes, provisions et dignité. Ali Pacha lui-même s'échappa à peine avec quelques centaines de cavaliers, galopant désespérément vers Constantinople pour rapporter le désastre impossible qui venait de se produire. Les pertes albanaises, moins de 300 hommes. Un ratio de 50 pour 1 qui défie toute logique militaire et force à reconsidérer ce que signifie vraiment la supériorité numérique quand l'adversaire contrôle le terrain et dicte les termes du combat. La poursuite continua pendant 2 jours alors que les guerriers albanais traquaient les Ottomans en fuite à travers les montagnes, capturant des bannières, des armes, des provisions qui transformeraient l'armée rebelle de Skanderbeg d'une force de guérilla en une véritable armée capable de défier l'Empire. Le champ de bataille principal ressemblait à une vision apocalyptique. Des milliers de corps jonchaient la vallée, les gorges et les crêtes, témoignant silencieusement de ce qui arrive quand l'arrogance rencontre le génie tactique sur un terrain où les règles conventionnelles ne s'appliquent plus. Les conséquences immédiates transformèrent non seulement l'Albanie mais toute la géopolitique balkanique. La nouvelle de la victoire impossible se répandit comme un feu à travers l'Europe chrétienne. Venise, Naples, le pape lui-même reconnurent Skanderbeg comme le champion de la chrétienté contre la menace ottomane. Des volontaires affluèrent en Albanie pour rejoindre l'homme qui avait prouvé que les Turcs n'étaient pas invincibles. Plus important encore, l'expansion ottomane vers l'ouest fut stoppée net pendant des décennies. Le sultan Murad dut reconnaître que l'Albanie ne pouvait être conquise par la force brute, que ce petit pays montagneux dirigé par son ancien protégé était devenu un rempart impénétrable qui protégeait l'Italie et au-delà de l'invasion turque. Laissez dans les commentaires quel moment de cette bataille vous a le plus marqué et quelles leçons tactiques vous allez appliquer à vos propres défis où les chiffres semblent contre vous. Construisons ensemble cette communauté de guerriers qui comprennent que l'infériorité numérique peut devenir un avantage stratégique quand vous refusez de combattre selon les règles de l'adversaire. Le 2 octobre 1444, près de Torviol, 3000 guerriers albanais prouvèrent que l'impossible mathématique cède devant le génie tactique quand le désavantage numérique est transformé en avantage stratégique par un commandant qui comprend que contrôler le terrain signifie contrôler la bataille. Ils démontrèrent que les plus grandes victoires n'émergent pas des nombres supérieurs, mais de la pensée supérieure appliquée sur un terrain choisi où vos forces deviennent décisives et les forces ennemies deviennent inutiles. 7 contre 1, terrain montagneux, aucun soutien extérieur, toutes les raisons de capituler. Et pourtant ils attaquèrent, non pas là où l'ennemi était fort, mais où sa force devenait faiblesse. Et dans cette stratégie révolutionnaire, ils changèrent non seulement le cours de l'histoire albanaise, mais prouvèrent pour toujours qu'aucune supériorité numérique n'est vraiment décisive quand l'adversaire refuse de combattre sur votre terrain et vous force à jouer son jeu mortel dans les montagnes où les chiffres ne comptent plus.